ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de ce journal. Doit-on s'inquiéter de l'arrivée du coronavirus en Afrique? La question se pose au moment même où l'Algérie annonce un premier cas confirmé. Des visas délivrés à l'arrivée pour les voyageurs en provenance de pays membres de l'Union africaine. C'est l'un des points de la nouvelle politique des visas que vient de lancer le Nigeria pour l'année 2020. Nous en parlons dans ce journal. Ici aux États-Unis, Bernie Sanders croit dur comme fer qu'il peut mener les démocrates vers une victoire contre Donald Trump en novembre. Mais hier, dans un débat en Caroline du Sud, ses rivaux ne lui ont fait aucun cadeau. Nous y reviendrons dans un instant. Bonsoir. Les flambées soudaines ces derniers jours du Covid-19 de la Corée du Sud à l'Iran, en passant par l'Italie, font craindre que le virus se transforme en pandémie mondiale. Les cas mondiaux de virus ont déjà dépassé 80 000. Un nouveau rapport avertit que les économies de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique subsaharienne pourraient être gravement touchées, même s'il n'y a pas de flambée de la maladie dans ces parties du globe. Les détails avec Henry Richwell, le récit est signé Arzuma Compaoré. Avec de nouveaux cas signalés dans plusieurs régions italiennes, en Espagne et en Suisse, les autorités sanitaires ont du mal à contenir le virus. L'Iran est l'un des pays les plus touchés en dehors de la Chine, avec des centaines d'infections et plus d'une douzaine de décès confirmés. Ces vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent de longues files d'attente pour se procurer des masques. La Corée du Sud est également gravement touchée et le gouvernement américain a déconseillé tout voyage non essentiel dans ce pays. En Chine, où le virus est apparu pour la première fois en fin décembre, les infections ont dépassé 78 000 avec plus de 2500 décès. À l'heure actuelle, l'ensemble de la communauté médicale se prépare à ce que cela finisse par devenir une pandémie. Le coût économique mondial pourrait atteindre 360 milliards de dollars selon un rapport de l'Overseas Development Institute qui avertit que l'Afrique subsaharienne risque de perdre 4 milliards de dollars de recettes d'exportation. Les prix du pétrole et du cuivre sont en forte baisse et les gros exportateurs vers la Chine comme l'Angola souffrent. L'Overseas Development Institute dit que le Sri Lanka, le Vietnam et les Philippines seront les plus touchés. Les scientifiques veulent produire un vaccin contre le virus au plus vite, avec le premier essai humain prévu pour avril. D'ici là, l'épidémie de Covid-19 pourrait être une pandémie complète, avec de graves conséquences pour les systèmes de santé nationaux et l'économie mondiale. Et où en est-on avec la recherche? En tout cas, les laboratoires s'activent. En attendant, la chloroquine, un médicament couramment utilisé contre le paludisme, a montré des signes d'efficacité contre le nouveau coronavirus. Didier Raoul, directeur de l'Institut Méditerranée et Infection à Marseille, nous en dit plus. Il y a un traitement qui vient d'être proposé par les Chinois, qui était un traitement qui était prévisible, puisque la chloroquine, c'est un médicament qu'on utilise depuis très longtemps pour les bactéries intracellulaires qui se multiplient dans les cellules comme les virus. Donc on l'utilise depuis 30 ans, qu'on connaît parfaitement, on en connaît le dosage, on connaît tout. On avait écrit avec mon collaborateur Jean-Marc Rollin que la chloroquine était probablement un médicament d'avenir dans les infections virales il y a 10 ans de ça. Il y a des milliards de gens qui ont mangé de la chloroquine, donc on sait très très bien quelle est sa pharmacocinétique, comment ça fonctionne. Après, il va falloir ajuster le meilleur traitement, ce que nous on appelle la posologie, le meilleur nombre de comprimés qu'on doit donner par jour pour avoir la meilleure efficacité en ayant le moins de troubles secondaires. Mais ça, c'est juste une question de tâtonnement, quoi. De mon point de vue, il y a une espèce d'excitation. Il faut trouver des médicaments nouveaux, il faut trouver des vaccins. Et donc, si vous leur dites, écoutez, vous voulez pas, juste la chloroquine, c'est pas compliqué, c'est pas cher, vous voulez pas prendre ça. Enfin, vous coupez l'herbe sous les pieds d'une quantité de gens qui pensent qu'ils vont avoir le prix Nobel pour avoir trouvé un nouveau médicament contre
le coronavirus, le nouveau vaccin. Enfin, si vous regardez le nombre de nouveaux vaccins qui ont été commercialisés depuis 30 ans, vous savez, la chance de faire un vaccin qui va être commercialisé est proche de zéro. Hein. Et puis le président Donald Trump s'exprime ce soir sur l'épidémie de coronavirus. Ce sera lors d'une conférence de presse. Certains démocrates dénoncent le manque d'anticipation de son administration. Le président américain accuse les démocrates et certains médias d'affoler les marchés. Il s'emploie à présenter le coronavirus comme aussi mauvais que possible, créant la panique sur les marchés, a dénoncé Donald Trump. Le CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, a lui déclaré à propos du coronavirus qu'il ne s'agit pas tant de savoir si cela se produira dans ce pays, mais de savoir quand cela va se produire. À noter qu'un soldat américain en poste en Corée du Sud a été testé positif. Le sénateur Bernie Sanders a été la cible de ses rivaux démocrates pour la course à la présidentielle lors du dernier débat télévisé qui s'est tenu mardi à Charleston, en Caroline du Sud. Ses détracteurs estiment que M. Sanders, le socialiste démocrate autoproclamé, perdrait face au président républicain Donald Trump lors des élections nationales de novembre. Un reportage de Richard Green, récit Blanche Sano. Lors du face-à-face mené en direct sur la chaîne CBS News, le sénateur Bernie Sanders, un candidat indépendant du Vermont qui s'aligne avec les démocrates, a été interrogé sur la manière de convaincre les électeurs qu'il ferait un meilleur candidat à même de booster l'économie mieux que le président Donald Trump. Au cours des 3 dernières années, les milliardaires de ce pays ont vu leur richesse augmenter de 850 milliards de dollars. Mais vous savez, cela ne concerne pas l'Américain ordinaire. Ce n'est pas une économie qui fonctionne pour le peuple américain, c'est une économie pour les 1%. Nous allons créer une économie pour tous. Sanders a promis d'élargir le Medicare, un programme d'assurance maladie pour les citoyens américains âgés, afin de le rendre accessible à tous. Mais ses rivaux, y compris la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, affirment que les plans de Sanders risquent d'augmenter fortement les dépenses de l'État. C'est 3 fois l'économie américaine, pas le gouvernement fédéral, mais l'ensemble de l'économie américaine. Les opposants de Bernie Sanders ont également déclaré que ses opinions favorables envers des dictateurs de gauche, tels que feu Fidel Castro de Cuba et Daniel Ortega du Nicaragua, seraient des arguments qui pourraient pousser les électeurs modérés et conservateurs dans certaines parties du pays à voter contre lui. Pour rappel, ce face-à-face survient à 4 jours des primaires. L'un des candidats, Joe Biden, qui était autrefois le leader démocrate, espère une victoire dans l'État du Sud. Selon des sondages, M. Biden détient une avance étroite sur le sénateur Bernie Sanders en Caroline du Sud, mais les observateurs disent qu'il est possible que M. Sanders puisse également gagner. Sur le continent en lutte contre les djihadistes dans le Sahel, il y aura des lignes rouges dans les négociations envisagées par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta avec certains groupes djihadistes. C'est ce qu'a souligné ce mercredi Toumani Djimé Diallo, ambassadeur du Mali en France. C'était au cours d'une audition devant le Sénat français à Paris. Le diplomate malien interrogé par la commission défense du Sénat a assuré que Bamako va vers le dialogue pour explorer les possibilités dans ce domaine. Mais il a réitéré que le gouvernement malien ne cédera pas sur certains points. La charia, nous ne marcherons pas. L'intégrité territoriale, nous ne marcherons pas. La situation faite aux femmes, nous ne marcherons pas, a assuré Toumani Djimé Diallo. La confusion perdure en Guinée-Bissau. 2 mois après le second tour de la présidentielle du 29 décembre dernier, Umaro Sissoko Embalo, l'un des 2 candidats, a déclaré son intention aujourd'hui de se faire investir demain au poste de chef de l'État malgré l'imbroglio entre la commission électorale et la Cour suprême sur l'issue de ce scrutin tenu, on le disait donc, le 29 décembre dernier. Le candidat de l'opposition s'est appuyé sur une déclaration de la commission électorale qui a confirmé hier les résultats, le donnant vainqueur avec 53,55% des voix. Une victoire que conteste Domingos Simoes Pereira du parti au pouvoir, crédité de 46,45% des voix et qui exige que les bulletins soient recomptés. Au moins 22 personnes qualifiées par la police de criminels armés et 2 policiers ont été tués dimanche dans la province de Bujumbura, rurale, dans l'ouest du pays.
Ces décès sont survenus lors d'affrontements avec les forces de l'ordre, selon un nouveau bilan dressé par la police. Lundi, une source administrative avait établi un bilan de 13 bandits armés et un policier tué. Dans la terminologie officielle, le terme criminel armé ou bandit armé désigne généralement les membres des nouvelles rébellions nées de la contestation en 2015 contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Une nouvelle politique nigériane des visas vient d'être lancée par le président Muhammadu Buhari pour l'année 2020. Elle fait partie des objectifs du plan de relance économique et de croissance de l'actuelle administration, un plan qui entend sortir environ 100 millions de Nigérians de la pauvreté au cours des 10 prochaines années. Les précisions dans ce reportage de Gilbert Tamba à Abuja. Visas spéciaux pour les voyageurs originaires du Nigeria, visas délivrés à l'arrivée pour les voyageurs en provenance de pays membres de l'Union africaine, autant de mesures visant à rendre la première économie du continent africain plus accessible. Pour beaucoup de ressortissants des pays de l'Union africaine, c'est une décision chargée de symboles. Concrètement, elle réduit le casse-tête auquel font face les voyageurs africains dans les aéroports nigérians. À l'arrivée, les voyageurs sont aujourd'hui reçus et conduits dans cette chambre. Ils en ressortent visa en main. J'ai commencé l'application pour ce visa il y a 48 heures. C'était en ligne à partir de mon ordinateur et je n'ai pas eu à me déplacer à une ambassade. Et donc, les processus se sont finalisés ici à l'aéroport d'Abuja. Et je pense que ça m'a beaucoup facilité. Et j'ai eu le visa dans un record de temps. Le gouvernement fédéral affirme que cette politique nommée NVP 2020 devrait améliorer l'environnement des affaires, attirer les investissements directs depuis l'étranger, stimuler le tourisme et renforcer la position du Nigeria en tant qu'économie clé en Afrique sans pour autant compromettre la sécurité nationale. Mais certains Nigérians ne partagent pas l'idée du gouvernement. Cela n'a rien à voir avec l'économie. En tant qu'économiste, je peux vous dire qu'aucun investisseur n'ira dans une zone de guerre. Le Nigeria est un foyer de tension actuellement. Aucun investisseur ne peut venir. La politique de visa renforcée du Nigeria, l'une des économies clés de l'Afrique, fait suite de la signature de l'accord de libre-échange continental africain. Un traité visant à établir un marché à l'échelle du continent avec un commerce accru et des mouvements plus libres parmi ses principaux pouvoirs économiques. Seul bémol, le pays a fermé ses frontières avec ses voisins le 20 août dernier. Une situation qui laisse beaucoup de citoyens nigérians sceptiques face à cette annonce. Les Européens, la Chine et la Russie ont poursuivi ce mercredi à Vienne des discussions pour chercher avec Téhéran un terrain d'entente sur son programme nucléaire. C'était lors de leur première rencontre depuis le lancement d'une procédure contre l'Iran, accusé de violer l'accord de 2015. De sérieuses préoccupations ont été exprimées concernant la mise en œuvre des engagements nucléaires de l'Iran, a indiqué la présidence de la Réunion dans un communiqué après la fin des discussions. Les participants ont également reconnu que la réimposition des sanctions américaines n'avait pas permis à l'Iran de tirer pleinement parti de la levée des sanctions. Tous les participants ont réaffirmé l'importance de préserver l'accord en rappelant qu'il est un élément clé de l'architecture mondiale de non-prolifération nucléaire, peut-on également lire dans le communiqué. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a appelé au calme aujourd'hui face à des heurts intercommunautaires qui ont fait 22 morts à New Delhi, ce qui marque un des pires embrasements de la capitale indienne depuis des décennies. Des émeutiers armés de pierres, de sabres et parfois de pistolets sèment le chaos et la terreur depuis dimanche dernier dans des faubourgs populaires du nord-est de la mégalopole. Des heurts entre partisans et opposants d'une loi controversée sur la citoyenneté jugée discriminatoire envers les musulmans par ses détracteurs ont dégénéré en affrontements communautaires entre hindous et musulmans. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
high, high, you just high, high, high. Nina ukani luka buseni, ngachimwe okapena ni malaria. Let me love it when you come my way. Money baba when you walk away. I wanna make you my woman. I don't wanna waste no time. I say hola, my mama. You know I'm wanting you. I say hola, big mama. Can I be the one for you? Tell me where did you come from? Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Dans ce journal, nous ferons une incursion dans les locaux du FBI ici à Washington. Le FBI qui tend à se féminiser pour établir l'équilibre des genres au sein de ses équipes. Le Sahel à l'honneur à New York. C'est à l'occasion d'une exposition qui lui est consacrée au Metropolitan Museum, le Met. Elle retrace plus d'un millénaire d'histoire. Dili Diko a fait la découverte de ces plus de 180 objets exposés. Son reportage dans quelques instants. En sport, Yacouba Ouedraogo revient sur les parquets le week-end prochain. Stephen Curry reprend du service en championnat NBA contre Washington après 4 mois d'absence pour blessure. On le disait donc en titre, le FBI tend à se féminiser pour rétablir l'équilibre des genres au sein de ses équipes d'agents spéciaux et pour mieux répondre à sa mission de protection des citoyens américains. Nathalie Bage a rencontré au quartier général du bureau ici à Washington 2 femmes cadres de la fameuse police fédérale rendues célèbres dans le monde à travers d'innombrables productions hollywoodiennes. Les images sont de Jean-Louis Mafema. En plus d'un siècle d'existence, le FBI n'a jamais été dirigé par une femme. De même que la promotion d'agent spécial sera rarement accordée à une femme, après la première admise à ce titre en 1922, Alaska Davidson. Il faudra attendre plusieurs décennies, notamment 2015, pour que les femmes parviennent à s'imposer en plus grand nombre et occupent des postes à responsabilité. C'est le cas de Jill Tyson, nommée en 2019 directrice adjointe du bureau des affaires du Congrès au FBI. My first day at work, I went into that room and I was the only woman there. Mon premier jour de travail, je suis entrée dans cette salle et j'étais la seule femme. J'étais nerveuse, intimidée car toute nouvelle, mais j'ai essayé de canaliser cette nervosité pour la transformer en motivation. J'ai le sentiment d'avoir gagné ma place à cette table, le sentiment que chaque jour je travaille très dur pour m'assurer d'être à cette table. C'est aussi ce qui me motive ici, à faire des discours, à encadrer des femmes plus jeunes, car je pense qu'elles peuvent aussi gagner une place à cette table. Début 2019, plusieurs femmes ont engagé un recours collectif contre le FBI pour discrimination basée sur le genre. L'agence fédérale, qui n'est pas en mesure de commenter les litiges, affirme que la diversité est l'une de ses valeurs fondamentales. Madame Tyson, ancienne procureure ayant occupé divers postes à responsabilité au ministère de la Justice, met un point d'honneur à promouvoir l'égalité des chances. Kerry Farley, chef de section à la division antiterrorisme, agent spécial depuis 12 ans, est l'une de ces femmes. Pour elle, la question du plafond de verre ne se pose pas. My new boss
En fait, ma nouvelle patronne, c'est la première femme directrice adjointe de la lutte contre le terrorisme. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont les femmes excellent au sein du FBI. Je dirais qu'il y a certains défis à être un agent spécial. C'est de longues heures, c'est varié et cela peut poser des défis à n'importe qui. Mais les femmes ont certainement la possibilité de réussir à tous les niveaux du FBI. En 2019, les femmes représentaient 36% des aspirants au statut d'agent spécial. Au final, elles représentent un cinquième des quelques 13 500 agents du FBI. Les femmes chefs de service et de secteur, qui sont 70, représentaient 24% des cadres supérieurs au 9 janvier 2020. Le bureau pourrait passer la barre des 50% de femmes agents spéciaux d'ici à 2030 si la politique actuelle d'embauche se maintient dans le temps. En attendant, il ne reste plus qu'à encourager ces dernières à relever l'un des défis les plus ardus qui soit, celui de croire en l'égalité des chances. Excellent reportage de Nathalie Barge. Yacouba Ouedraogo est au rendez-vous, le rendez-vous des sports. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Vous le disiez en titre, Stephen Curry va effectuer son retour en championnat NBA dimanche contre les Washington Wizards. Après 4 mois d'absence pour blessure, la star des Golden State Warriors s'est blessé contre Phoenix le 30 octobre dernier, victime d'une fracture à la main. Il s'est entraîné pour la première fois avec ses coéquipiers le 22 février. Les Warriors, sacrés champions NBA en 2015, 2017 et 2018, affichent le pire bilan du championnat cette saison avec seulement 12 victoires en 56 matchs. En plus de Curry blessé, ils ont perdu Kevin Durant qui a rejoint Brooklyn à l'intersaison, de même que Klay Thompson qui ne jouera pas cette saison à cause d'une blessure au genou. En tennis, la star russe Maria Sharapova a annoncé sa retraite. Tennis, je te dis adieu, et a écrit la russe de 32 ans. Après 28 ans et 5 titres du Grand Chelem, je suis prête à gravir une autre montagne sur un terrain différent, a lancé l'ancienne numéro 1 mondiale, dont la carrière a été entachée par une suspension de 15 mois pour dopage au printemps 2016. Maria Sharapova, redescendue au 373e rang mondial, reste sur 4 défaites consécutives, dont des éliminations au premier tour de l'US Open en 2019 et de l'Open d'Australie en 2020. Son dernier match, elle est l'une des rares championnes à avoir remporté les 4 tournois majeurs, Wimbledon en 2004, l'US Open en 2006, l'Open d'Australie en 2008 et Roland Garros à 2 reprises, 2012 et 2014. Football, pour finir, suite et fin des matchs allés des 8e de finale en Ligue des Champions ce soir tout à l'heure. À 20h, temps universel en Europe, le Real Madrid, qui reçoit Manchester City en 8e aller, espère éviter l'humiliation d'une nouvelle élimination à ce stade de l'épreuve face à des Citizens désireux de retarder leur au revoir à l'Europe. Le Real retrouve un de ses meilleurs ennemis, Pep Guardiola, désormais entraîneur des Citizens. Le Catalan n'a plus affronté le Real depuis 2014 et une gifle reçue en demi-finale de cette même Ligue des Champions alors qu'il entraînait le Bayern Munich. Défaite 1-0 à l'aller, 4-0 au retour. Dans l'autre match de la soirée, Lyon reçoit la Juventus Turin dans l'un des duels les plus déséquilibrés de ces 8e de finale. Voilà, on s'arrête ici pour l'espoir. On se retrouve demain. Au revoir. Merci Yacouba. Et si on faisait un tour au musée? Eh bien, pour la première fois au Met Museum à New York, le Sahel est mis à l'honneur et ceci jusqu'au 10 mai prochain. Une exposition inédite retrace plus d'un millénaire d'histoire aux rives du Sahara. Le Sahel, une étendue au sud du plus grand désert chaud au monde, recouvre aujourd'hui le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. L'exposition révèle au public que le Sahel a été le berceau d'empires puissants, d'institutions politiques influentes et de routes commerciales qui ont forgé les échanges mondiaux. Dili Diko, notre correspondante à New York, est allée voir l'exposition. Découvrons. Les empires du Ghana, du Mali, les Songhai et les Bambara ont laissé une culture artistique extrêmement riche dans la région du Sahel. Du textile aux statuettes équestres, en passant par les confections en or et en argile, pour la première fois, une collection de plus de 180 objets met en lumière l'héritage visuel d'une région où la tradition orale dominait. Alissa Lagama, conservatrice au Met, nous parle de l'importance de cette exposition unique en son genre. Le Sahel a une histoire profonde qui a fait l'objet de nombreux écrits rédigés par d'éminents historiens à travers les générations.
Ils ont fait le récit d'une histoire incroyablement importante, mais à ce jour, elle n'a jamais été fusionnée avec la culture visuelle qui a été produite au cours d'un millénaire. Je voulais donc essayer de donner vie à cette histoire à travers les œuvres d'art originales qui ont survécu l'épreuve du temps dans la région. Mohamed, un doctorant sénégalais de l'université Cheikh Anta Diop, est sur place dans le cadre d'un programme d'échange de 4 mois focalisé sur cette exposition. Son objet préféré de toute la collection est un pectoral en or originaire du Sénégal, un véritable trésor national. Il nous explique la place prépondérante de l'or dans l'histoire du Sahel. L'or, on peut carrément dire que c'est un des éléments fondamentaux qui ont fait l'histoire de l'Afrique. Pourquoi? Parce que dans les grandes phases de l'histoire de l'Afrique, on voit souvent l'histoire des empires revenir tout le temps. Et les documents, les sources, donc à partir desquelles on apprend l'histoire de ces empires-là, il y a les sources arabes qui reviennent. Et dans ces sources arabes-là, il y a toujours une répétition de la présence de l'or, de l'importance de l'or, donc à tous les niveaux de la société. Juste l'exemple de Mansa Moussa, donc comme il y a une carte qui se trouve dans la galerie. C'est à partir de cette carte-là qu'on a vu l'image de Kanka Moussa tenir une boule en or comme ça, avec sa couronne et son sceptre, donc pratiquement décoré d'or. À travers ces différents objets, dont la plupart datent de l'Empire du Mali, on assiste aux étapes transformatrices du Sahel, telles que l'ascension et la chute des dynasties et l'arrivée de l'islam qui est visible dans l'évolution des tenues vestimentaires et des manuscrits en arabe. Pour Lindsey Brown, le sentiment le plus manifeste de cette exposition est la spiritualité à travers l'art. Pour moi, cela représente une excursion transcendantale dans un monde spirituel à travers les images et le son. Je pense bien que cela, c'est que nous essayons de voir, de vivre. C'est un saut du matériel au spirituel. La façon dont cela est présenté me plaît beaucoup. Selon Wendy Nelson, cette exposition est une découverte entière, puisque c'est la première fois qu'elle entend parler du Sahel. Je pense que c'est incroyable. Il y a toutes sortes de figurines et d'objets différents que je n'ai jamais vus auparavant et ils semblent provenir de musées du monde entier. Je ne connaissais rien à l'art de cette région d'Afrique et c'est vraiment extraordinaire. J'aimerais y aller et voir d'où cela vient. Maintenant que j'ai vu à quoi cet art ressemble, c'est tout simplement merveilleux. Au-delà de la spiritualité et de l'émerveillement, c'est l'authenticité de ce voyage ouest-africain en plein cœur de New York qui rend cette exposition sur le Sahel à la fois singulière et majestueuse. Dili Diko, VOA Afrique, New York. Et c'est avec ces images qu'on se quitte. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont préparé et à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous. Too many haters thought that I ain't gonna be here. I'm ignoring the fake track in my brain. I replay. Never front. Never front. Ukakhala panchito ulova umagodola chibwana chimalanda ukakhala pabanja umbeta